Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à la démonstration du calcul de la matrice de rigidité d'une poutre en flexion dans les calculs d'éléments finis. Alors, résultat relativement simple qui demande peu de connaissances et qui donne des résultats vraiment assez bluffants. Et donc, j'ai trouvé ça important de pouvoir faire cette vidéo parce que dans mes recherches sur Internet, j'ai pas trouvé de démonstration vraiment complète. Et c'est dommage parce que franchement, c'est assez sympa à faire. Voilà, donc on y va. La matrice qu'on cherche, donc c'est cette matrice-là, donc une matrice très répandue, très utilisée. Ici, vous avez donc 4 lignes, 4 colonnes, puisque vous avez en fait pour 2 points, une poutre, 2 extrêmes, la verticale et l'angle à chaque fois. Voilà, donc verticale, angle, etc. Donc vous avez une matrice 4, 4. Allez, on se lance dans la démonstration. Donc on démarre d'une poutre basique avec donc la ligne neutre, c'est l'axe en pointillé, et puis on se place à une abscisse X quelconque. À partir de ce moment-là, on va déformer la poutre d'un angle θ. Et dans un premier temps, déjà, on peut dire que la tangente de l'angle θ, c'est à peu près θ, puisqu'on se place sur des déformations très faibles. Il ne s'agit pas de plier la poutre en 4. Donc, en se plaçant sur des angles très petits, en radian, on a une approximation qui vaut donc à sa tangente, qui vaut donc dv sur dx. dv, donc la déformation verticale, enfin la différence verticale sur la différence des x, la petite variation des x. Donc c'est la dérivée de la verticale qui correspond à l'angle de déformation. Dans un deuxième temps, on se place donc à une hauteur y, puisque qui dit déformation dit une section qui sera pas du tout, qui sera pas donc équivalent en fonction de la hauteur qu'on se place par rapport à l'axe neutre, qui est donc l'axe neutre qui est donc la valeur de y égale 0. Donc là, on se place à une hauteur y quelconque, et on a toujours cette même déformation θ qui correspond à une déformation de u de la section. Et cette fois-ci, c'est le sinus, donc qui vaut u sur y. Et si on fait une petite variation, ça reste la même chose. C'est-à-dire qu'une petite variation de dθ donnera une petite variation de du, sachant que le y, lui, il bouge pas. Donc c'est totalement proportionnel. Donc on a ça, la proportionnalité, et en divisant par dx de chaque côté, on a la dérivée de du sur dx qui est proportionnelle à la dérivée de dθ sur dx. Résultat très important, puisque l'indice de déformation, donc qu'on appelle epsilon xx, qui vaut par définition du sur dx, vaudra donc y dθ sur dx, ce qu'on vient de voir au-dessus. Et en se servant de la première égalité, ce qui nous donne la dérivée seconde de v par rapport à x. Donc résultat très important à retenir pour la suite. Donc, dans un premier temps, on va calculer la forme de notre poutre déformée. Donc là, vous voyez, on a une déformation, une position verticale qui est négative, et ici une position verticale qui est positive. Ça va être, on va pouvoir l'appliquer numériquement à la fin pour retrouver cette forme. Ce qui est important, c'est que on n'utilisera que les conditions limites, ce qui veut dire qu'on va utiliser que comme valeur connue que la verticale de l'extrême gauche avec l'angle, et la position d'extrême droite avec la verticale et l'angle. Pour l'instant, et puis grâce à ces quatre conditions, on va pouvoir déduire toute la poutre en entière. Donc c'est ça qui est assez sympa. Donc on se place à une position X quelconque, comme tout à l'heure.
On a donc la variable verticale, qui donne donc cette distance-là par rapport à l'axe neutre, donc ici qui est négative, mais on va considérer qu'on ne la connaît pas, contrairement à V1 qui est connu, comme je l'ai dit, θ1 qui est connu, pareil à l'extrémité V2, θ2, et donc on résume tout ça dans la matrice colonne V1 θ1, V2 θ2 qui sont forcément connus, et de là on va connaître toute l'allure de la poutre en entière de 1 à 2. La courbe de l'allure de la poutre va être donnée grâce à calcul de cette courbe. La courbe, elle, c'est un produit scalaire de deux matrices. Donc la matrice connue x0 avec une matrice qu'on ne connaît pas par définition, qui va être multipliée par les conditions limites. C'est ça le calcul d'éléments finis. Finalement, on a juste les conditions limites, et puis ce qu'il y a à l'intérieur, on doit le déduire matriciellement. Donc c'est exactement ce qu'on a écrit ici, sachant qu'on n'a qu'une seule valeur, donc c'est un produit scalaire, et on décrète, donc on ne connaît rien sur ces fonctions, mais la multiplication en produit scalaire avec x0 doit nous donner la valeur de la position de la poutre à la verticale en fonction de x. Je rappelle que vous avez en lien le PDF de cette démonstration-là, donc c'est bien de le garder à côté comme je fais pour y voir plus clair, parce que dans les calculs qui vont suivre, je ne vais pas forcément tout détailler, et je vous conseille d'ailleurs de refaire les calculs vous-même pour vous assurer de bien comprendre la démonstration. Rien de très compliqué. Allez, on y va. Donc, dans un premier temps, pour plein de problèmes de dimension, on va diviser x par L et on va utiliser la variable E, donc qui sera sans unité, qui permet justement d'avoir moins de problèmes de dimension par la suite, avec des coefficients qui sont vite oubliés. Donc au lieu de parler de n de x, on va parler de n de E, donc de fonction par rapport à E. Ces fonctions, on va faire une interpolation polynomiale, tant qu'à faire. On va pas prendre des fonctions complètement tordues non plus, mais on va partir de polynômes. Les polynômes de combien de degrés? Comme on a 4 inconnus, enfin 4 équations en gros, avec 4 valeurs connues, donc 4 équations, ça nous dit qu'on pourra trouver 4 valeurs des polynômes, et qui dit 4 valeurs dit un polynôme du 3e degré. On ne peut pas faire plus, et c'est pas la peine de faire moins, puisqu'on peut arriver donc à calculer 4 coefficients, donc des polynômes du 3e degré. Donc les 4 alpha, bêta, gamma et delta, ce sont des polynômes du 3e degré, dont on va chercher les coefficients. Donc on garde en mémoire le schéma qu'on vient d'avoir, et donc on sait que la première valeur, en V0, E égale 0, on a forcément V1. Donc on applique V de 0 ici, qui vaut donc N de 0 fois X0. Donc tout ça, alpha 0, bêta 0, gamma 0, delta 0, va être multiplié par ça, et on a juste V1. Donc forcément, tous les coefficients qui sont avec θ1, donc bêta, ou V2, gamma, ou θ2, delta, vaudra aussi 0. C'est ce qu'on a ici. Vous faites le calcul matriciel, vous avez forcément ça. Or, on n'oublie pas dans notre première partie que la dérivée de V par rapport à X est égale à l'angle. Or, l'angle, c'est ça, dérivé de par rapport à X, alors on n'oublie pas de diviser par 1 sur L, pour être homogène, va être égal donc à l'angle, en fonction de E, et ça va être utilisé partout. En particulier ici en 0, où on sait que l'angle vaut θ1, et
Donc la dérivée de V, ça va être la dérivée de n. Or, ici, donc V' de 0, ça vaut θ1 à L près, et ça va correspondre au coefficient. Donc si je applique à n'0, ça va correspondre au coefficient bêta, puisque ici on n'a plus de V1, donc alpha prime de 0 doit valoir delta prime ici, et puis delta gamma prime et delta prime, et ça vaut donc 0. Mon image est devant, mais c'est bien égal à 0. Vous allez voir par la suite qu'il n'y a pas d'entourloupe, et donc on n'oublie pas donc bêta prime en 0, par contre ça vaut L, puisque on a θ1 L. Pour V' de 0, il suffit d'appliquer ici, on a donc B' ici, donc ça va être égal à ce coefficient-là, θ1. Donc il faut multiplier donc par L pour avoir V de E qui vaudra L θ1. Ici. De la même manière, parce que maintenant je vais dans l'autre extrémité, donc pour V1, ici j'ai V2, pour V de 1, j'ai donc la verticale V2, et ça me donne donc le gamma 1 ici, qui vaudra 1, correspond à V2, vous voyez, et tous les autres coefficients qui vaudra 0. Pareil pour la dérivée, ça n'a pas été forcément clair tout à l'heure, j'espère que là ça l'est un peu plus. Donc là pour V' de 1, donc qui est égal à l'angle θ2, à un L près, on a donc le coefficient ici, qui sera donc égal à θ1, à θ2, et donc qui vaudra L, qui correspond à delta prime. Tous les autres vaudront 0. J'ai encore mon image dessus, mais voilà, c'est 0 qui est écrit ici. Et de toute façon, je rappelle tout ici. Hein. C'est la dernière équation qu'on vient de trouver. Et donc, on a 4 équations avec les 4 polynômes avec leurs dérivés. Ce qui nous fait pas mal d'équations. On va les utiliser tout de suite. Hein. Donc, première équation intéressante, on a premier résultat, donc deux premiers résultats, c'est la valeur en 1 et celle de la dérivée en 1 aussi vaut 0. Or, comme vous savez, quand un polynôme et sa dérivée valent aussi 0 au même point, c'est que ce point est une racine double. Donc on a E de moins 1 qui est une racine double, donc qui est donc forcément au carré. Il nous reste à calculer A et B, donc les deux autres coefficients. Or, on sait que alpha 0 vaut 1, donc B vaut 1. On remplace par E égale 0, donc ici on a 1 fois B, et on sait que ça vaut 1, donc forcément B vaut 1. On a la dérivée de alpha, donc alpha prime de E, qui vaut donc E moins 1 facteur de 3AE plus 2 moins A. Il suffit de dériver ça, on obtient ça. Or, alpha prime de 0, ici, vaut 0. Donc, on remplace, on n'a plus que A, donc ça fait ici que 2 moins A vaut 0, et donc A vaut 2. Donc là, on a tous les coefficients. Donc A égale 2 et B égale 1. J'ai encore ma tête dessus, mais... De toute façon, on va rappeler, et je vous dis, vous avez le papier, et n'hésitez pas à le refaire vous-même. Pareil pour bêta, bêta prime de 1 et bêta de 1, ça vaut 0, donc E de moins 1 est racine double. On calcule A et B, sachant que bêta 0 ici vaut 0. Donc on remplace E par 0, ici on a B qui est tout seul, donc c'est B qui vaut 0. Et pour l'angle, on a bêta prime de 0 qui vaut L. C'est la première extrémité, donc là c'est égal à θ1. Donc il ne reste plus que A qui vaut L. Et donc on a au final le coefficient bêta en entier.
le polynôme bêta en entier. On continue avec gamma, là c'est assez sympa à faire, donc cette fois-ci les gamma, on a gamma prime de 0 et gamma 0 qui va à 0, donc là c'est E qui est racine, enfin c'est 0 qui est racine double, donc on a E au carré en facteur. Il nous reste plus qu'à trouver A et B. Or, gamma 1 vaut 1, donc A plus B, ici on remplace E par 1, on a A plus B qui vaut 1. Quand on fait la dérivée, on obtient ça. Et on sait que G' de 1, ça vaut 1. G' de 1, pardon, ça vaut 0. Donc, ça veut dire que ici, je remplace E par 1, et donc 3A plus 2B vaut 0. Ici, j'ai 3A, j'en prends qu'un seul. Enfin, j'en prends qu'un seul. J'en mets un de côté, donc j'en ai 2. Et comme j'ai 2B aussi, ça fait 2A plus 2B. Et comme je sais que A plus B vaut 1, donc ça fait A plus 2, puisque ça vaut 1. A plus 2 vaut 0. Et donc j'ai A qui vaut moins 2. Et si j'ai A qui vaut moins 2, bah c'est que forcément B, ça vaut 3. Et au final, on a donc gamma E2 plus 3 moins 2E. Puisque A vaut moins 2. Voilà, ça c'était assez marrant à faire. Et puis on finit avec le delta. Delta E, même expression, puisque E2 puisque 0 est une racine double. Et donc de delta 1 qui vaut 0, on déduit que A plus B vaut 0. Et que delta prime de 1 qui vaut L, on en déduit que 3A plus 2B, c'est l'expression de la même dérivée que tout à l'heure. Ça vaut L, et donc comme j'ai ici de la même manière, j'ai 3A, j'en prends 2 avec 2B, ça fait 0, puisque A plus B ça vaut 0, donc 2A plus 2B ça vaut aussi 0, donc on n'en reste plus que A, et A donc vaut L. Et on a donc le quatrième polynôme, delta E. Ce qui nous fait au final ce polynôme NE qui est maintenant intégralement trouvé. Donc on a tout trouvé, on a l'allure générale complète de notre polynôme. Et donc on va vérifier sur un exemple en appliquant un x0 ici qui vaut moins 1, qui correspond à peu près au polynôme, à l'allure de la poutre que j'avais donné au tout départ. Si vous vous souvenez, on a un point de départ qui était négatif, un point d'arrivée qui est un peu positif mais un peu moins, avec un angle qui vaut à peu près 30 degrés et puis un angle à la fin qui vaut 45 degrés. On impose une longueur de 1 mètre pour faire simple, on peut mettre ce qu'on veut, et on obtient sur un logiciel qui est le GeoGebra, on obtient cette allure de courbe qui représente bien une poutre déformée, auquel j'aurais imposé ici une déformation moins 1, ici une moitié, et puis je connais l'angle ici de 30 degrés, et puis ici je connais l'angle de 45 degrés. Et donc j'ai toute la forme de la poutre en général, donc qui va passer par la ligne neutre ici. Et vous voyez, c'est bien réaliste. Je rappelle ici la fonction que j'ai tapée sur GeoGebra, qui n'est ni plus ni moins que ici, au lieu que ça soit x, c'est e pour GeoGebra, mais sinon c'était vraiment un x entre 0 et 1. Vous voyez, de 0 à 1. Donc on remplace ici par x, et puis je multiplie mon produit scalaire par ça, et j'obtiens toute cette expression, qui peut être simplifiée, mais pas la peine, j'ai tout écrit comme ça, et quand on trace, on a cette courbe. Donc c'est déjà un résultat assez sympa. Voilà, d'un point d'arrivée au point de départ, on a toute l'allure générale, donc ça c'est pas mal. Ce qui va nous amener maintenant à continuer pour trouver une matrice de rigidité qui va nous permettre d'avoir des calculs immédiats en éléments finis. Donc on y va. Je pars du premier principe qui est le travail, c'est le calcul de la force multipliée en produit scalaire, ici puisque c'est les matrices, sur la distance de déplacement. Or, ma matrice de rigidité, c'est justement
utile parce qu'on remplace donc la force comme dans un ressort qui va être égal à K de X. Donc vous voyez, j'ai X qui se répète, j'ai X transposé de X au départ et puis j'ai X à la fin. Premièrement, et deuxièmement, maintenant, comme c'est une déformation, je ne peux pas considérer que la section est droite comme en traction. Il faut que je prenne en compte le niveau où je suis, donc le niveau de Y, ça peut évoluer. Et donc, comme vous avez vu au tout début, vous devez tenir compte de la hauteur de Y, puisque la déformation de U n'est pas homogène sur toute la section. Et donc, on fait un calcul de travail sur la section. En utilisant la loi de Hooke généralisée, qui dit que donc la contrainte c'est égal au module Young fois l'indice de déformation qu'on avait au départ. Donc ici vous avez chaque déformation de la même manière que X multiplié par la force, contrainte fois la section. Mais je vous ai dit, en prenant compte, donc la hauteur est importante, c'est ce qu'on va faire ici, puisque on avait trouvé dans la première partie que donc l'indice de déformation c'était Y fois dérivée seconde. On va prendre la variable E, comme on a utilisé, comme on a trouvé l'expression VE, d'accord. Donc on n'oublie pas de diviser par L carré, et donc comme je l'ai dit, on va utiliser donc la dérivée seconde de E multipliée toujours par x0. Et donc cette indice de déformation est égal à du sur dx. On met ça de côté. Je rappelle mon expression du travail. Je divise par dx, et donc je multiplie ici par dx. C'est la même chose que ça, d'accord. Et je remplace ma contrainte par la loi de Hooke. Donc ici j'ai bien epsilon xx, et ici avec sigma j'ai encore epsilon xx ici à droite, que je remplace, puisque on connaît epsilon de xx, un indice de déformation, en fonction de la dérivée seconde de n. Donc on remplace à gauche et à droite. ds sur dx, c'est devenu dv. Et donc on déroule, c'est-à-dire ici j'inverse toute la matrice, puisque c'est une transposée, donc j'ai x0 au départ. Ça, je peux le sortir, c'est un coefficient qui va se multiplier justement avec le y, donc j'obtiens y au carré, et du coup L puissance 4, et le x0 qui vient là. Et donc j'ai transposé de n secondes fois n secondes directement. Je sors x0 et x0 du calcul de l'intégrale triple, puisque c'est juste les conditions extrêmes, enfin les conditions limites initiales, donc il n'y a pas, ils n'ont pas été intégrés, ils sont au bout. Par contre, donc là je rappelle ce qu'on vient de trouver. Par contre, par analogie, non pas par contre, mais par analogie, on a ici, vous voyez, x0 transposé et x0, et comme on avait rappelé la première définition du travail, ça veut dire que au milieu, on a bien ce qu'on appelle la matrice de rigidité, KE, pour obtenir la même chose que ça. Donc KE va être égal à ce qu'il y a en rouge au milieu. Or, le Y fois la surface, dV, il y a la surface dedans, Y carré fois la surface, c'est exactement égal au moment quadratique. Formidable. Donc, et puis on remplace dx par LDE. Voilà, donc je remplace déjà dans un premier temps dV par ds dx.
le ds va se mettre avec le y carré, donc on va avoir i de x, et puis le L ici va sortir de dx pour avoir juste DE, et donc on n'a plus L4 mais L3. Et voici notre matrice de rigidité, donc l'intégrale de 0 à 1, parce qu'il ne nous reste plus qu'à intégrer selon DE, puisque selon toutes les sections, ça a été fait grâce à I de X, donc qui est le moment quadratique. Pardon. Et donc il ne reste plus qu'à calculer cette expression à l'intérieur, hein. On sort I de X et L cube qui sont des constantes, ainsi que le module Young. Et on met ça de côté et on reprend notre formule de n qu'on dérive 2 fois et on obtient ça. En obtenant ça, on va remplacer. Alors voilà, donc on rappelle la fonction matricielle NE qu'on dérive 2 fois. Et donc comme on sait que on a besoin de multiplier les coefficients de cette matrice, en transposé et puis fois elle-même, donc on a exactement la position des coefficients KE. Donc par exemple pour 1, 2, donc la ligne 1 avec la colonne 2, ou vice versa, puisque c'est complètement symétrique, hein. Donc on prend le premier coefficient, donc première colonne, ou ligne, je crois que j'ai dit ligne, hein. Donc 6 fois 2e 1 moins 1, multiplié par le coefficient de la deuxième colonne, donc ce qui fait le coefficient 1, 2, donc il faut qu'il multiplie par 2L, 3E moins 2. On intègre ça. Voilà, en mettant tout ce qui était en facteur possible et en sortant de l'intégrale, et on trouve, tout est détaillé là, hein, donc on développe, hop, et on calcule l'intégrale, tac, ce qui nous donne 6L. Voilà un exemple de coefficient, et puis au fur et à mesure, on fait tous les coefficients, sachant que c'est une matrice symétrique, et puis il y a des calculs qui se ressemblent, mais bon, voilà, vous avez, on va dire, 9 coefficients à faire, différents, et donc on obtient cette fameuse matrice de rigidité Tintin, voilà, annoncée, qui est donc une matrice utilisée partout en éléments finis, donc la matrice de rigidité en flexion. On va pas s'arrêter là, on va continuer pour faire une petite démonstration des résultats qu'on obtient. Donc là, classiquement, avec n'importe quel exercice en poutre de flexion. Allez, on y va. Donc, je vous propose de calculer la flèche, donc sur une poutre qui est sur 2 appuis plan, d'accord, qui permet une rotation ici, aux extrêmes, mais qui ne peut pas bouger en V. Et on va démontrer que au centre de cette poutre, on a exactement cette déformation-là. PL cube sur 48 E fois I. On y va. Donc, on a notre exercice d'application, une poutre avec un poids au milieu, d'accord. Il n'y a pas de point, c'est négligeable le poids de la poutre, mais bon, ça pourrait être fait dedans, mais peu importe. On va négliger le poids de la poutre, et puis on va par contre appliquer ici un poids extrême, ce qui peut être celle de la poutre, hein, mais bon, on va dire qu'on appuie dessus avec une force P. Ce qui nous fait 2 éléments, hein, d'accord, puisqu'on calcule ce qui se passe au centre, on va diviser cette poutre en 2, donc 3 points avec 2 éléments. Qui dit un appui dit 2 résultantes en R1 et R3, d'accord, et ce qui nous donne ce schéma final, hein, d'accord. Donc ici un V1 qui vaut 0, le V2 qu'on cherche, avec un angle θ2 qu'on ne connaît pas pour l'instant, on suppose que quand même ça risque d'être horizontal, donc il y a un θ2 qui vaut 0, et puis aussi une déformation T3 qui est autorisée, et on imagine que c'est l'opposé de θ1, puisque c'est complètement symétrique.
Ce qui nous donne, donc, c'est pas la force, hein, là c'est pas complet encore, on a d'abord x0, enfin si, pardon, là on a la force qui vaut donc R1, comme on a vu ici, enfin la matrice force, hein, calcul d'éléments finis, on fait d'abord toute la matrice force, donc R1, pas de moment, d'accord, puisque elle est libre en rotation ici, donc il n'y a pas de moment qui retient. En 2, pareil, le poids qui est à l'opposé, hein, et puis pareil pour le troisième, R3, et pas de moment qui permettrait d'avoir autre chose que 0. Donc pas de réaction par rapport au moment. Donc on rappelle que la force est égale à KE sur X0. KE, on l'a calculé tout à l'heure, et X0, on rappelle. Pas de déformation, pas de déplacement vertical en 1, ni en 3. Par contre, en 2, on a V2 qu'on cherche. Et puis l'angle θ1 qui peut valoir ce qu'il veut, et puis θ3 pareil, et puis un θ2 aussi qu'on ne connaît pas. Donc 4 inconnus. Tac. La matrice KE, comme je l'ai dit, c'est celle qu'on a trouvée tout à l'heure, qui ne change pas, qui est indépendant de l'exercice. Et donc, comme on a deux poutres ici, donc on applique KE par la première poutre, d'accord. Donc 1 à 2. Donc, je rappelle exactement les coefficients qui sont là, hein, c'est le calcul d'éléments fini. Et puis, on rajoute, dans un temps, la deuxième poutre, en partant de 2 à 3, ici, donc en vert. Et on additionne en soustrayant ce qu'il y avait au milieu qui était ensemble. Hein. Donc on a du 0, du 24. Et ça nous donne donc 6 équations, 6 inconnues. On va en prendre 4, sachant que ici on a P. On va pas prendre les R1 et R3 qu'on ne connaît pas, mais par contre on a ces 4-là donc on connaît les valeurs. Et on n'a plus qu'à, ça tombe bien, hein, ça correspond aux 4 inconnus qu'on cherche, donc qui sont ici, donc θ1, θ2, θ3, et puis V2. 4 équations avec 4 inconnus, donc il n'y a pas de raison qu'on ne résout pas. On fait un peu de ménage, oui, légèrement, ouais, j'ai tout divisé par 6 ici, voilà, et puis divisé par 2 là, ici par 2 aussi, et par 2 aussi. Voilà. Ça nous fait donc 4 équations. La première et la dernière, on les met ensemble. Si on les additionne, donc les V2 disparaissent, et on se retrouve avec 2 fois Lθ1, 2 fois Lθ2, voilà, et puis 2 fois Lθ3. Ça tombe bien. Ça veut dire que θ1 plus θ2 plus θ3 vaut 0. On utilise maintenant la troisième équation. Donc là, vous voyez qu'il y en a θ1 plus 4 fois θ2 plus 4 θ3. Donc ça veut dire que θ1 plus une fois θ2 plus une fois θ3 vaut 0. Donc ça veut dire que 3 θ2, 3 θ2 vaudra 0. Logiquement. Et donc θ2 vaut 0. Ça c'était prévu. Hein. C'est horizontal, c'est symétrique, donc θ2 vaut 0. Ça, on est rassuré là-dessus. Et comme θ2 vaut 0, de cette équation-là, on a θ1 qui vaut moins θ3. Ça, on est rassuré aussi. C'est complètement symétrique, mais juste de sens opposé. Et puis, il ne reste plus qu'à trouver V2. On pourrait calculer θ1, θ3 après, mais ce n'était pas demandé. On pourrait le faire si vous voulez. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, pareil pour les résultants R1 et R3, ça se calcule. Nous, on cherche juste V2, on y arrive. En prenant la deuxième équation qu'on n'a toujours pas utilisée, donc je la prends, elle est écrite en vert. Je simplifie en remplaçant θ1 par moins θ3, ce qui fait donc plus Lθ3, et donc j'en avais déjà un, donc ça en fait 3.
je prends un V2, donc je laisse 3 V2 de côté ici, hein, j'en avais 4, donc j'en prends un et j'en laisse 3, et je vais pouvoir utiliser cette équation-là, la dernière, où là j'ai 3 V2 plus 2 fois L θ3, sachant que θ2 ça vaut 0. Donc ça vaut 0. Donc ce truc-là vaut 0. Et donc j'ai directement V2. Qui veut dire que V2 vaut moins PL prime. Ah, alors, V2, ça vaut donc ça. Or, si je calcule une poutre, donc moins PL cube sur 6E de I, ça c'est pour un L qui est la moitié de la poutre, d'accord, hein, ici. Mais si je prends un L qui fait toute la poutre, donc j'appelle L', mon L, ça va être L sur 2. Or, 2 au cube, hein, puisque le 2 se trouve en dessous, le 2 au cube, ça fait 8. 8 fois 6, 48. Et donc, on a moins PL' au cube, hein, L' étant la poutre au total, la longueur totale de la poutre, sur 48 EI. Or, on avait bien ça au départ. Dans n'importe quel abac, on a bien PL cube 48 EI, le signe pour dire que ça vers le bas, tout ça, ça tient bien la route, ça marche. Et voilà, je suis content de vous avoir montré cette démonstration, hein, qui est assez, qui englobe pas mal de notions, mais relativement simple, et puis qui donne des résultats sympas. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à une prochaine fois, et bonne continuation à vous. Merci.